Bonjour à tous. Bonjour Diego. Bonjour Diego. Voilà, ça c'est notre troisième séance de notre cours de résilience vers une opérationnalisation de la prise en charge individualisée de l'enfant. Et voilà, c'est l'occasion pour continuer notre réflexion, approfondissement sur le rôle du facilitateur dans l'accompagnement. Et merci Alda pour toute la préparation et pour tout l'accompagnement. Et voilà. Nous sommes très proches, très attentifs pour apprendre et dialoguer avec vous. D'accord. Merci beaucoup Diego pour avoir introduit ce troisième module sur le travailleur social, c'est-à-dire le facilitateur, son rôle et ses compétences. Mais avant toute chose, je vais donner la parole à Cold qui est aujourd'hui parmi nous pour qu'il puisse un peu se présenter. Et ben voilà, la parole est à Cold de PEDER. Merci beaucoup Alda de m'accorder la parole. Je suis Koldo Moussiwa, je suis le directeur de l'un des quatre centres du PEDER. PEDER, c'est une structure, une organisation partenaire de BICI. Et je suis facilitateur de résilience au sein du PEDER. Merci beaucoup. Merci à Cold. Je rajoute que Cold en tant que facilitateur de résilience au niveau de PEDER, également appuie le BICE actuellement, surtout pour tout ce qui est sur le terrain, pour certaines formations et également parce qu'ils ont certaines pratiques dont enfin, on en parlera encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est présent avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse voir le type de cas que je vous ai partagé la semaine passée afin qu'on puisse également partager et puisque l'étude de cas vient de PEDER. Voilà. Donc, l'objectif de ce module de ce matin, c'est de définir le rôle du facilitateur dans l'accompagnement. Donc, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de faire toujours un petit résumé de ce que nous avons fait la fois passée. Donc, la fois passée, nous avons parlé beaucoup plus des ateliers. On a fait beaucoup plus une séance pratique, si je peux m'exprimer ainsi, qui, je pense, portera ses fruits, j'espère bien. Donc, on a parlé de la réalisation des ateliers, hein, euh, comment choisir ces ateliers, là, il faut bien les choisir, hein. Nous voulons euh, connaître l'importance de ce que nous voulons faire, hein. Il est important de définir la logique, de ne pas déformer cette logique-là de l'atelier, de bien comprendre l'objectif de l'atelier que nous voulons faire avec l'enfant, pourquoi nous voulons faire cela, quel est son intérêt, qu'est-ce que nous voulons par rapport à cet atelier, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et surtout, j'ai parlé de la logique, on avait même pris l'exemple un peu du BNCE Congo, si je me rappelle, RDC, euh, pour voir un peu comment il est important d'être dans la logique. Et reprendre l'activité lorsqu'on voit que l'enfant n'a pas bien compris ou l'objectif n'est pas vraiment atteint, soit reprendre l'atelier avec l'enfant de façon individuelle ou bien le remettre carrément dans un autre groupe pour que cet atelier se fasse. Donc, également, il est important de mettre à disposition de l'enfant tout le matériel nécessaire lorsque nous voulons faire les ateliers afin que l'enfant puisse s'exprimer, afin que l'enfant puisse tout exploiter et que nous puissions avoir le maximum d'éléments possibles. Et quand l'atelier est réalisé, après l'atelier, qu'est-ce qu'il est important de faire? Il est important d'analyser, d'exploiter cet atelier-là. D'abord, de façon personnelle, nous-mêmes, ou même s'il le faut en équipe, mais il faut l'exploiter, il faut l'analyser. Et si nous avons vu qu'il y a des éléments qui nous manquent, ou nous avons vu que l'enfant peut-être n'a pas bien compris les objectifs ou bien les consignes, il est important de reprendre. Et également, cette analyse continue avec l'entretien avec l'enfant, un entretien individuel. On a essayé de le faire la dernière fois. On a fait des rôles de facilitateur, on a joué le rôle d'enfant, on a essayé de se sentir dans la peau de facilitateur, dans la peau d'un enfant. Et voilà. Donc, cet entretien permet d'approfondir et de mieux comprendre l'atelier,
hein, que l'enfant a fait, et pour qu'on puisse avoir les bonnes données également pour pouvoir poursuivre et élaborer donc un plan d'intervention qui va prendre en compte les forces de l'enfant, ses forces, ses ressources, et cetera, hein, pour, donc on va mettre des actions en place qu'on va mener et ensuite évaluer ces actions-là. Il est important que le facilitateur soit très créatif dans tout ce qu'il est en train de faire, qu'il soit créatif face à chaque enfant avec son propre processus. Donc il est important par rapport à l'enfant de savoir comment agir, quoi développer, comment, et cetera, pour avoir les éléments essentiels. La grande question, c'est que faisons-nous donc des ateliers réalisés avec les enfants? C'est ça la grande question. J'ai remarqué dans certaines associations, des ateliers se font, mais que faisons-nous de ces ateliers-là? C'est ça qui nous a amené vraiment la dernière fois à développer toutes ces méthodes ou entretiens, et cetera, pour voir comment ça se passe. Justement, par rapport à cette question, pour toujours appuyer l'exercice de la dernière fois, nous allons, je vous ai donné un cas à lire et nous allons revenir sur ce cas. Je vais arrêter le partage du PowerPoint pour pouvoir reprendre un autre partage avec le cas de l'enfant que nous allons étudier. Donc, je vous avais donné ce cas à lire et de voir un peu les ateliers qui ont été réalisés et également de voir les différentes actions un peu pour qu'enfin on puisse en discuter et ça constituera un appui avec tout ce qu'on a pu faire. Ça, c'est un cas palpable, un cas fait par PEDER. J'ai juste modifié quelques éléments, enfin, éléments, surtout le nom, pour ne pas que ça soit trop, voilà, c'est tout. Sinon, c'est ça. Donc, je vais peut-être lire ou bien je vais demander à qui veut bien lire, si vous voyez bien. Je lis, Aimé? je commence. Oui? Qui veut? Alors, allez-y, c'est qui? C'est Allô? Rita. Allô, Alda? Oui, il y a une personne qui voulait lire là. C'est qui? C'est Rita. Rita, très bien. C'est Ouais. Rita, voilà. Vous avez la Ouais. parole. Alors, histoire de la fille Mana en rapport avec les effets des séances de résilience. La fille Mana, fille d'Adolphe et Josiane, née en DRS le 2/1/2003, sa mère est décédée quand elle avait 10 ans et cela a causé en elle des blessures intérieures car une année après la mort de sa mère, le père s'est remarié avec une femme qui avait un corps dur plus qu'un diable. Et cette dernière ne voulait pas que la fille soit scolarisée. Malgré la pauvreté de la famille, le père s'efforçait pour son étude, même s'il était renvoyé à plusieurs reprises de l'école suite au manque de frais scolaires. Avec sa marâtre, elle subissait toute forme de maltraitance. Elle s'habillait très mal. C'était sa mère qui prenait en grande partie la charge de la famille. En 2018, elle a rompu les études et elle est restée oisive au quartier après que sa tante paternelle soit informée qu'il y a un centre qui s'occupe des enfants vulnérables. Arrivée au centre PEDER de Cadutu, elle a été bien accueillie par les animatrices et ces dernières lui ont demandé de commencer la formation de base non formelle dans le premier niveau car elle avait des difficultés en lecture et en lenteur en écriture. Pendant la séance d'écoute, elle avait du mal à narrer son histoire. Mais comme l'animatrice s'approchait d'elle du jour au jour, un climat de confiance n'a pas tardé de s'installer entre la fille et l'animatrice. En s'approchant petit à petit auprès de la fille, l'animatrice l'a appliqué dans la séance de résilience en diversifiant les thèmes, chose qui l'a vraiment beaucoup aidé à se soigner car elle avait des blessures internes. Pour s'occuper d'elle, l'animatrice l'a placée dans un atelier de formation pour qu'elle apprenne la vannerie et le tricotage. Après les examens de fin d'année,
Elle a été affectée au niveau 2 et son écriture s'est améliorée progressivement jusqu'à jusqu'à ce qu'elle a eu la maîtrise sur les notions de lecture, écriture et calcul. Après sa formation en éducation de base non formelle, elle a été orientée dans le salon de coiffure mixte qui était son rêve. Après sa formation en coiffure mixte, elle a réalisé son stage de perfectionnement auprès d'un autre maître artisan. Après son stage, elle a été insérée professionnellement jusqu'à ce qu'elle va se marier. La formation l'a valorisée dans la communauté et est devenue une personne utile dans sa famille et la communauté. Les actions qui ont été menées par la fille sont le counseling, l'éducation à la vie morale et spirituelle, les jeux créatifs et réactifs, les séances d'écoute régulières, les médiations auprès de son père, car la fille voulait rompre la formation suite aux pressions de sa maître, de sa marâtre. Elle a été formée comme père éducatrice. Elle a participé dans les groupes de parole. À travers ces activités, elle se sentait en sécurité. Elles l'ont aidé à briser la haine, la colère et privilégier le pardon. Malgré le comportement de sa marâtre, elle l'a considérée toujours comme une mère en se soumettant et en faisant sa volonté. Je continue? Merci beaucoup, Sœur Rita. Merci. Merci pour Merci. cette belle lecture. Je pense que tout le monde a un peu suivi. Et donc, la consigne ici, il s'agira de lire et de voir les différents ateliers réalisés. Ensuite, de Ouais. réfléchir si d'autres ateliers peuvent être encore réalisés. Donc, nous allons progresser avec les ateliers qui ont été, pour la plupart, réalisés. Donc, il y a eu en premier le Sous l'orage qui a été réalisé. Voilà le dessin de la petite. Voilà. Qui a été réalisé. Ensuite, il y a eu comme atelier 5 doigts et 5 qualités qui a été également réalisé. Ensuite, il y a eu les grappes de famille ou le grappe de raisin ou le régime de banane, comme vous voyez, avec les liens. Et ensuite, il y a eu les 2 faces de la médaille. Ça, ce sont des ateliers que nous avons réalisés nous-mêmes la dernière fois. Les 2 faces de la médaille. Et la ligne du temps qui a été également réalisée avec la petite Mana. Donc, en gros, voici les grandes activités, les grands ateliers qui ont été réalisés avec elle. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vous avez vu ces différentes activités. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos réactions? Comment trouvez-vous les ateliers? Et ben voilà, la parole est à vous. Et ensuite, il y a PEDER qui est là, puisque c'est leur cas. Donc, il y a Cold qui est là, qui pourra facilement répondre à certaines de vos questions ou mieux vous expliquer la situation de l'enfant et comment ils ont procédé. Ça vous permet d'avoir une idée de comment les choses se passent en général. Donc voilà, la parole est à vous. À toute personne qui veut bien la prendre. Je vois bien, il y a eu au total 5 ateliers qui ont été réalisés. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos réflexions? Quelles sont vos questions pour d'éclaircissement? Je peux parler? Oui, Surita, vous En avez la lisant parole. cette histoire, j'ai senti que ce sont les cas qui sont chez nous. C'est notre travail sur Terre. Ce sont les cas que nous travaillons avec eux. Quand il y a un orphelinat dans la maison, et surtout, il n'y a pas la mère. Quand les enfants vont chez nous, nous travaillons sur le même projet, avoir confiance, faire des formations, être, être responsable et être proche des enfants d'après tous ces produits.
quand vous êtes, si vous êtes ici chez nous au foyer de l'amitié. C'est ce que je trouvais. Oui, Merci beaucoup. Le cas vous a ramené à vos cas palpables, donc ça veut dire que c'est des situations qu'on peut retrouver un peu oui, partout. oui, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que vous voyez, ça cadre bien. Ça veut dire que des situations peuvent se retrouver dans différents pays et on a un exemple Oui, ici avec les différents ateliers qu'ils ont utilisés. Ça veut dire qu'on peut s'en servir comme modèle. Ça peut pas être exactement la même oui, chose. bien sûr. Voilà, ça Oui, peut pas être exactement la même chose, mais ça donne une idée. Je veux dire que la résilience, c'est chaque enfant avec son processus. Donc, mais au moins, on a des cas qui nous permettent d'avoir des idées, de savoir comment évoluer, quoi, dans des situations pareilles. Voilà. Il y a d'autres interventions? Vous voyez, là, ils ont commencé. Cold, ma question, c'est, vous avez commencé quand on a mis atelier 1 et 2, c'est-à-dire c'est le suivi des ateliers exactement? C'est-à-dire qu'on a commencé avec Sous l'orage et ensuite on a progressé? Oui, oui. Comme nous avons mis des ateliers, nous avons commencé d'abord par Soulage parce que après l'écoute, nous avons constaté que l'enfant avait du mal vraiment à s'exprimer, à présenter ses besoins, à s'exprimer sur ce propre problème. Donc, nous avons opté juste une stratégie de mettre en place de l'enfant un atelier qui va permettre à l'enfant de s'ouvrir, donc de s'exprimer sur ce besoin, de s'exprimer davantage sur les problèmes et aussi de, et non seulement de se limiter sur certains facteurs des risques et de protection, mais pourquoi pas aussi de penser aux différentes ressources de l'enfant. C'est ainsi que, premièrement, nous avons travaillé avec l'enfant sur un atelier qu'on appelle Sous l'orage. Et là, l'objectif, c'est juste pour permettre aux facilitateurs de résilience d'identifier quelques facteurs de risque et de protection pour l'enfant. Et c'était ça, d'abord, le premier, donc, l'activité et qui a suivi juste l'écoute active. Parce qu'on commence d'abord avec l'écoute et après, on développe aussi des ateliers juste pour permettre aussi à l'enfant de se compléter ou bien ça permet aussi aux facilitateurs de résidence de comprendre d'autres aspects peut-être qui a été oublié par l'enfant. Merci Cold pour cette précision. Donc, pour mieux comprendre la situation de l'enfant, il était important de savoir quels étaient les facteurs de risque par rapport à sa situation et quels seraient les facteurs de protection. Déjà, Oui, après les écoutes, après l'identification, les écoutes et tout ce qui est aux alentours, la mise à l'aise de l'enfant dans un environnement assez protégé, etc. Donc, vous avez procédé à cet atelier pour mieux comprendre sa situation. J'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Moi, ma question encore pour toujours éclairer les... Oui, Aimé, merci beaucoup. Merci Alda. En suivant la progression des ateliers et, et parce que ma première question devrait être ce que tu as posé là. Pourquoi le sous l'orage premier atelier? Mais je me rends compte qu'il y a eu au départ un travail centré sur l'enfant et ensuite on a essayé d'intégrer les autres membres de la famille. C'est comme cela que plus loin là, je vois l'atelier régime des bananes où là, je comprends le processus. Je ne sais pas s'il peut placer un mot là-bas, mais tel que j'ai compris la progression, c'est un travail individualisé sur l'enfant. Ensuite, on va essayer d'intégrer les autres membres de la famille afin que l'enfant puisse être en lien avec les autres. Si j'ai bien oui, compris la question merci de... beaucoup, Aimé, pour ta question. Et vous voyez, par rapport à la façon dont donc nous avons planifié les ateliers avec l'enfant, je ne pouvais pas dire que c'est de cette manière qu'on les fait pour chaque enfant. Non, ça dépend de chaque situation de l'enfant.
Chaque enfant a sa situation particulière, chaque enfant a son problème particulier. C'est sur base de la situation de chaque enfant, c'est sur base du problème de chaque enfant que les tuteurs de résilience analysent le problème, analysent la situation et à partir de la situation, ils identifient les ateliers qui vont l'aider juste à comprendre davantage à comprendre davantage le problème de l'enfant. Et au niveau de l'enfant d'abord lui-même, en tant qu'acteur de sa propre situation, de son propre problème, mais aussi comprendre la situation de sa famille. Comme je vous ai dit auparavant, quand l'enfant est venu, était accompagné par sa tante. Et là, on a accueilli l'enfant. Parce que, premièrement, il faut chercher d'abord à cultiver un climat de confiance dans le chef de l'enfant. On ne peut rien faire avec l'enfant tant que le climat de confiance n'est pas encore cultivé. C'est là où il faut d'abord commencer. Et avec ça, on a accueilli l'enfant dans une bonne condition. Et on a commencé à écouter l'enfant petit à petit. Et en fin de compte, on a placé d'abord l'enfant, on a commencé à mener des activités, à la vie des activités spirituelles avec l'enfant. Et quand l'écoute a continué, nous avons dit non, non. Comme lors de l'écoute, on commence à constater que l'enfant, de temps en temps, est un peu réticent à s'exprimer sur sa situation. On commence, quelle activité qui va nous permettre, donc, qui va permettre à l'enfant de s'exprimer et de comprendre vraiment le facteur de risque pour cet enfant, de comprendre ce facteur de protection pour cet enfant. On a développé les sous-l'orage. Et si vous regardez dans les dessins, il a mis beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Et en analysant, je vois ici, il y a l'eau, il y a l'arc-en-ciel, il y a goutte d'eau, il y a, je ne sais pas, inondation, ouragan, il y a obscurité. Et quand vous développez avec cet enfant tous ces aspects-là qui constituent donc les facteurs de risque, et vous analysez avec lui, il va essayer aussi de comparer certains éléments qu'il a mis là-bas. Il les compare avec certaines personnes qui constituent pour l'enfant comme des sources à son développement. C'est par là qu'elle est parvenue à parler donc de certaines personnes. Son père était là, mais malgré la pauvreté, son père avait quand même les soucis de l'aider. Mais il y a l'autre personne, sa marâtre, donc la deuxième femme de son père, qui était le blocage principal pour l'enfant. Et la première fois, avec tout ce que l'enfant a vécu dans la famille comme maltraitance, en tout cas, a poussé à ce que l'enfant a causé de blessures internes qui se manifestaient par la réticence. L'enfant était renfermé sur lui-même, il s'est sous-estimé, ainsi de suite. Et en dessous, comme bouclier protecteur, vous savez, parce que l'enfant était récupéré dans d'autres activités, il y a d'abord Dieu, il a mis Dieu comme facteur de protection, il a mis son père, il a mis quelque part sa tante, et il mettait les noms et la relation qui unit l'enfant et lui. Il y a Dieu, il y a prince, il y a tante, il a mis beaucoup de choses. Maintenant, il faut arriver maintenant à savoir comment est-ce que tous les éléments, toutes les personnes qu'il a placées dans les facteurs de protection peuvent l'aider juste pour résoudre, pour pallier à certaines difficultés ou bien à certaines souffrances. Et l'élément ici, et je profite, tout ce qu'on fait, ce qui a beaucoup aidé aussi le facilitateur, c'est l'implication de l'enfant. Donc, on a fait, après le dessin, il y a une étape très importante qui suit,
c'est l'analyse, interprétation des résultats des dessins ici. Là, c'est un cadre qu'on donne à l'enfant pour vraiment s'exprimer et pour que l'enfant puisse donner l'essence réelle de son dessin. Et à partir de ça, les facilitateurs de résilience, avec l'enfant, peuvent déjà définir et avoir certaines interventions à mener dans l'immédiat. Et là, on les définit avec l'enfant. C'est pourquoi, à un certain moment, on a organisé aussi des visites familiales, juste pour comprendre la situation au niveau de la famille de l'enfant, au niveau aussi de sa communauté. Tout est parti donc, du premier atelier. Comme l'enfant aussi avait les problèmes aussi des sous-estimations, il s'est sous-estimé. Là, donc, le facilitateur de résilience aussi a essayé aussi de penser sur le deuxième atelier, qui est donc le 5 doigts et 5 qualités. C'est vraiment un atelier aussi très important qui a aidé l'enfant juste à se reconnaître davantage, connaître ses talents, ses qualités. Et là, il va les découvrir donc, à partir d'abord de lui-même, mais aussi à partir des autres. Et des fois, il y a des qualités que les enfants détiennent et qu'ils arrivent quand même à ignorer. Mais s'ils arrivent à identifier ses propres qualités à travers les autres, ça renforce encore quelque chose auprès donc, dans les chefs de cet enfant. Et il y a une question que nous posons aux enfants. Est-ce que vous connaissez que que tu possèdes toutes ces qualités? Est-ce que vous les savez? Et des fois, ils disent non, non. Vraiment, moi, personnellement, je ne savais pas si je possède de telles qualités. Maintenant, comme vous possédez de ces qualités-là, vous pensez comment est-ce que vous allez les valoriser? Ça, ce sont de très bonnes questions qu'on pose aux enfants et les enfants expriment. Ils disent non, en tout cas, je ne savais pas si dans moi, il y a le pardon, dans moi, il y a je ne sais pas quoi. Voilà, pour valoriser toutes ces qualités, voilà comment est-ce que je vais commencer à faire, à me comporter. Voilà. Et avec ça, il y a d'autres conseils supplémentaires qu'on donne à l'enfant lors des discussions et ainsi de suite. Donc, pour conclure, je dis que les ateliers sont définis selon la situation et les problèmes de chaque enfant. Peut-être pour la fille ici, on a commencé par les sous l'orage, 5 qualités, mais pour l'autre, ce n'est pas le cas. C'est là, c'est ce que je voulais peut-être ajouter par rapport à ça. Je ne pouvais pas dire que pour tous les enfants, c'est comme ça. Non, ça dépend de ça, donc de la situation de chaque enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cold, pour cette intervention, parce que c'était l'une de mes questions que j'allais poser. Est-ce que pour tout enfant, c'est comme ça qu'on procède? Mais je pense que la réponse a été déjà donnée dans ton explication. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions après cette intervention de Cold, d'autres questions, d'autres éléments. Mais sachez quand même que tout part de l'enfant, hein? Tout part Oui, de l'enfant. Voilà. tout à fait. Tout part de l'enfant. Voilà. Oui, il y avait une question, je pense. Quelqu'un voulait prendre la parole. Oui, oui, je voulais prendre la parole. Bonjour à Oui, tous. oui, bonjour Victor. Je suis Victor pour les comptes des Guerres sans frontières en République démocratique du Congo. Ma question était de savoir en quoi a consisté l'activité deux faces de la médaille et quels ont été les résultats de cette activité pour cet enfant spécifiquement. OK, merci beaucoup pour la question. Deux faces de la médaille. L'idée et l'objectif ici, c'est juste pour arriver à évaluer l'aide que l'enfant apporte au sein de lui-même, de sa famille, au niveau aussi de ses pairs. Une personne, c'est par rapport à l'aide, tu peux apporter de l'aide à quelqu'un, comme tu peux recevoir aussi de l'aide à quelqu'un. À ce niveau-là, il faut qu'on essaie d'évaluer. L'objectif pour l'étudiant de résilience, c'est juste pour évaluer, non seulement d'abord par rapport à l'enfant, mais par rapport aux ressources externes. L'enfant est dans une difficulté.
il a déjà reçu l'aide de qui? Et enfin, après avoir évalué les différentes aides apportées à l'enfant, qui a apporté de l'aide? Et quelque part, vous allez retrouver dans la première phase, il y a certaines personnes, il y a ses amis, il y a aussi le père. Est-ce que l'enfant aussi, de l'autre côté, a déjà apporté aussi de l'aide à d'autres personnes? Ici, le tuteur, ça dépend maintenant de l'objectif. C'est pourquoi on n'identifie pas un atelier, on ne prend pas un atelier pour le prendre. Non, tout dépend de l'objectif. Le tuteur de résidence doit imaginer, par rapport à la situation de l'enfant, quel atelier il peut identifier, il peut prendre qui va aider l'enfant juste à trouver des solutions à ce problème. Comme l'enfant, à un certain moment, on voulait savoir, on voulait travailler avec l'enfant sur les ressources externes. Sur les ressources externes. Et ce n'est pas pour rien, on a même développé donc, les ateliers comme grappe de la famille. C'est juste pour comprendre aussi, avoir aussi une idée par rapport à l'identification familiale de cet enfant. Donc, vous trouverez que dans l'ensemble, on travaille sur le léger parce qu'on va s'accrocher sur ces ressources externes de l'enfant pour appuyer, pour apporter de l'aide à cet enfant-là. C'est pourquoi on a identifié les deux faces des médailles. L'objectif ici, c'est de cibler les ressources externes. On n'avait pas, l'objectif n'était pas beaucoup misé d'abord sur l'enfant, mais c'était juste pour l'aide apportée à l'enfant. Qui a apporté l'aide? Et l'enfant pense qui peut l'aider par rapport à sa situation. Et avec ça, si nous trouvons de tels éléments, lors des interventions maintenant, nous pouvons aller et discuter avec cette personne, analyser la situation de la personne et à quelle possibilité, la faisabilité, comment est-ce que cette personne-là, cette institution-là, ses pairs, sont en interaction pour qu'ils arrivent à aider cet enfant. Et comment est-ce que, ensemble, nous, qui sommes des tuteurs, et d'autres personnes qui constituent des ressources externes de l'enfant et l'enfant lui-même, ensemble, qu'est-ce qu'on peut conjuguer comme effort juste pour aider cette personne juste à surmonter ces adversités. C'était ça juste l'idée par rapport à la situation donc, de cet enfant. C'est-à-dire, pour conclure, les tuteurs de résilience, en ayant la situation, le problème de l'enfant, il doit vraiment avoir cet esprit-là de créativité, d'imagination, et il va y aller avec l'enfant. Il développe avec l'enfant, il implique l'enfant dans toutes les étapes, juste pour son intérêt supérieur. C'est de cette façon qu'on a évolué. Et nous ne pouvons pas dire que la chose peut se limiter par là. Non, non. On avait foncé dans d'autres aspects pour juste renforcer donc, cette interaction à différents niveaux avec l'enfant. Merci beaucoup, Cold. Oui, merci. D'autres interventions pour encore peut-être quelques minutes, oui? Oui, Marc. Par rapport aux deux faces, ateliers, deux faces de la médaille dont Cold vient de parler, et quand nous étions en formation à Abidjan, j'avais aussi réalisé cet atelier avec un enfant. Je voulais mettre l'aspect sur un autre aspect que Cold n'a pas développé. Par rapport à l'atelier deux faces de la médaille, il y a aussi un autre aspect qu'on peut prendre en compte, et notamment avec les enfants qui manquent de confiance en soi, qui ne se valorisent pas, qui n'arrivent pas à identifier des choses positives que les gens font vers eux, vers lui. C'est pourquoi quand on demande à l'enfant quelles sont les aides dont il a bénéficié, ça l'amène à réfléchir, à pouvoir valoriser tout ce que les autres ont fait de bien à son endroit ou bien de négatif à son endroit. Et quand on lui demande lui-même qu'est-ce qu'il a eu à faire avec l'autre, ça l'amène aussi à réfléchir et à identifier ses bonnes œuvres ou bien les quelques fois qu'il a eu à marquer quelqu'un positivement de par son acte ou bien
de par ses raisonnements ou bien une action envers l'autre. Et là, l'enfant se rend compte que mais, je suis capable de faire pas mal de choses. Je suis capable d'apporter de l'aide à autrui. Les autres aussi qui sont autour de moi ne sont pas aussi négatifs que ça. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à un moment donné de ma vie ou bien de mon histoire. Et là, ça l'amène à reconsidérer les faits ou les situations autrement. Raison pour laquelle, quand il porte la médaille, c'est comme si il est devenu champion en quelque chose. C'est comme si on dit non, mon frère, tu as travaillé, même si c'est puiser de l'eau à quelqu'un, tu as fait quelque chose de formidable, digne d'être gratifié. Et là, ça l'amène maintenant à puiser des énergies dans ces actes positifs qu'il a eu à faire ou bien dont il a bénéficié pour pouvoir faire face maintenant à l'adversité qui est avec lui. Ça l'amène aussi à voir les autres autrement. Parce que parfois, quelqu'un me fait du bien, mais un jour, il me fait du mal, on le considère qu'il devient mauvais. Ça l'amène aussi à comprendre aussi que non, les autres aussi peuvent réagir compte tenu de l'émotion, ou bien ce n'est pas qu'il est mauvais en soi, il est contre moi. Donc, c'est cet aspect, j'aimerais mettre l'accent sur ça. Et aussi attirer notre attention pour dire qu'il ne faudrait pas que nous-mêmes, on oriente les enfants dans une direction donnée. Non, on les laisse, ils déversent tout, ils partagent tout ce qu'ils pensent. Et c'est à nous maintenant de faire les liens entre les événements pour pouvoir donner un sens ou bien pour pouvoir interpréter sans biaiser ce que les enfants nous disent. C'est ça que j'aimerais apporter comme élément. Merci beaucoup à Marc également pour cette intervention. Je vois que c'est vraiment un temps de partage des uns et des autres avec tout ce que nous faisons. Je pense que la dernière fois, j'avais bien dit qu'on mène des activités, des ateliers qui, on a un objectif, on va atteindre l'objectif, mais il y a toujours des fois des choses qui viennent des fois s'ajouter quand on va analyser, quand on va exploiter avec l'enfant, quand on va faire des entretiens avec l'enfant des fois. Et sachez que dans toute chose, les émotions, les sensations des choses sont là. Dans tout un, parce que j'ai un peu après avoir lu les différents ateliers que nous menons avec nos enfants et tout, quelque part, il y a toujours ces sensations, ce développement de l'estime de l'enfant, ce développement de son affirmation qui va transparaître dans pratiquement tout ce que nous allons faire. Il y a ça et il y aura également un côté négatif qui également va paraître des fois quand ils sont dans des situations difficiles qu'il va falloir qu'ils évoquent. Et donc, c'est pour ça que nous devons cadrer tout ça. Et donc, mais nous sommes là pour gratifier toujours. Et c'est très bien de gratifier, de toujours dire à l'enfant que ce qu'il a fait, si c'est bien, de lui dire que c'est bien. Ça augmente son estime et ça permet, ça facilite le processus. Voilà, c'est ce que je veux dire de résilience qui va se faire. Donc, merci également pour tout. Je ne sais pas si il y a d'autres interventions, s'il n'y en a pas, si Claude veut peut-être conclure par rapport à tout ça. Je sais que c'est intéressant, mais on va un peu évoluer et peut-être parler un peu juste de quelques actions qui ont été menées et en lien peut-être avec ces différentes activités-là. Je vais peut-être donner la parole à Cole sur ce point pour nous dire quelques actions qui ont été peut-être menées par rapport à ces différentes activités menées avec la fille. Il y a eu comme élément également, comme atelier, la ligne du temps que j'évoque au passage. Je vais peut-être encore fermer mon partage d'écran pour vous repartager autre chose, toujours en lien avec le cas. Donc, pour peut-être parler maintenant un peu des actions qui ont été plus ou moins menées par rapport à cette fille-là. Donc, je donne un peu la parole à Claude pour nous brosser un peu ce qui a été mené en tenant compte, bien sûr, de ses ressources, de ses forces, de ses risques et faiblesses et tout ça, et de tout ce qu'on a pu faire comme atelier, des entretiens et tout ça qui ont été menés avec la petite. Ok, merci beaucoup, Alda, Oui, merci beaucoup. Par rapport aux actions, la première chose, nous avons écouté à fond, donc d'une manière régulière,
l'enfant. Il y a, à part ça, il y a des visites familiales qui ont suivi, juste pour comprendre même, donc, non seulement la situation de l'enfant, mais pour comprendre aussi la situation au niveau de la famille et au niveau de la communauté. Et comme l'enfant n'avait pas eu la chance juste d'étudier, parce qu'à un certain moment, elle a rompu avec les études. Nous avons placé l'enfant dans l'éducation des bases non formelles pour qu'il continue juste à étudier, qu'il puisse avoir déjà des notions sur la lecture, l'écriture, calcul et sur calcul et culture générale. Et après ça, nous avons placé aussi la fille dans des petits métiers secondaires, c'est-à-dire la vannerie et tricotage. Et pendant qu'il exerce ça, après 6 mois, nous l'avons maintenant placé dans un métier principal qu'on appelle coiffure mixte. Et c'est un métier qui était vraiment aussi donc, un rêve pour la fille, parce que quand on développait, quand on échangeait avec la fille, et il voulait toujours qu'à un certain moment qu'il puisse avoir un salon de coiffure, ainsi de suite. Et en fait de compte, nous avons dit non, non, comme c'était l'aspiration donc de l'enfant, on a placé l'enfant dans un atelier de coiffure mixte. Et l'enfant a terminé sa formation. On l'a placé dans un autre, donc, dans un autre atelier de coiffure pour qu'elle puisse aussi effectuer son stage de perfectionnement pour 3 mois. Et après son stage de perfectionnement, on a inséré la fille professionnellement. Donc, on lui a donné juste les kits professionnels, ainsi de suite. Et on a continué à faire les suivis au niveau de l'enfant, au niveau de sa famille, ainsi de suite, pour voir si l'enfant vraiment, la fille vraiment s'adapte au niveau de la famille, au niveau aussi au niveau aussi de sa communauté. On l'a mis dans les groupes d'autres jeunes qui sont déjà en activité pour qu'ils puissent vraiment accueillir aussi de l'expérience par rapport à d'autres jeunes qui travaillent dans la même filière. Et à l'heure où je vous parle, la fille maintenant a son propre atelier, et là, il a déjà engagé un messier qui coiffe, et elle personnellement, et donc elle s'occupe aussi donc des coiffures donc des femmes, des tressages, ainsi de suite. Donc il a déjà son atelier, il travaille très très bien dans son salon. Et avec ça, vraiment, il passe de temps en temps juste. Et sans oublier, parce qu'elle participait beaucoup dans des séances d'éducation à la vie. La fille a été formée aussi comme père éducatrice, et elle passe aussi au centre juste pour aussi enseigner aux autres enfants, aux autres filles. Et donc, elle enseigne l'éducation à la vie. Voilà. Et avec ça, ça aide, parce qu'on a aussi constaté que il arrive des fois où les enfants entendent et comprennent beaucoup l'expérience des autres. La fille est là, par rapport même à nous qui sommes des adultes. Et parce qu'en enseignant même, elle se partage aussi donc des expériences par rapport à la vie, par rapport à la situation. Et les enfants, ça motive quand même d'autres enfants au niveau du centre pour, ils disent non, non, c'est là. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas faire? Et vous trouverez qu'il y a d'autres filles qui sont vraiment actives et participent, et ils sont vraiment très actifs dans les actions, dans les activités. Voilà en bref ce que nous avons fait avec ce que on a posé comme action par rapport à cette fille. Et actuellement, vraiment, elle est bien intégrée dans la communauté. Et cette formation l'a encore valorisée davantage. Elle est devenue une fille vraiment respectueuse au niveau de la communauté. Merci beaucoup. Merci, Cold, pour cette intervention. Une ou deux dernières questions, et puis on va évoluer. Et on va laisser Cold si il a d'autres activités, je sais. Je l'ai pris un peu de son temps. Mais bon, s'il a le temps et qu'il veut rester avec nous, pourquoi pas. Mais bon, ben, je sais qu'il a beaucoup d'activités quand même.
je lui ai voulu un petit peu de son temps pour nous appuyer sur cette activité-là. Est-ce qu'il y a deux autres questions? On peut encore en prendre deux, une ou deux questions pour plus d'éclaircissement. Ça va? C'était un exemple d'appui hein, avec tout ce que nous avons fait. Je sais qu'il y a d'autres cas dans différents pays également qui sont exemplaires, qui sont bien, qui voilà. Et voilà, je sais que ça vous permet de revoir un peu certaines situations, de penser à certains cas que vous avez peut-être à votre niveau, à vos niveaux. Donc voilà, c'était ça l'objectif, de voir un peu comment ça peut être et d'appuyer les différents ateliers que nous avons fait la dernière fois par ça. Voilà. Ada, on peut quand même féliciter les éducateurs. Ben oui, pourquoi pas? Comment ces éducateurs, moi, je les félicite et je me demande, oui. Le travail est fini par là, mais celui qui vient de parler maintenant me donne l'assurance puisque la fille est réintégrée dans le groupe. Elle devient aussi éducatrice, puisqu'on éduque plus par l'exemple. Et comme elle est devenue éducatrice, moi en tout cas, je leur jette de fleurs. Je leur dis un grand merci de leur travail. Je ne sais pas comment on va faire le banc, mais bravo. Voilà. Vraiment, merci, merci. C'est un exemple. Je sais qu'il y en a il y en a tant d'autres hein, qui sont encore là. Et ça montre que vous faites un bon travail, vous tous, hein. Vous tous. Vous faites tous un bon travail. Et dans la vie, il y a des échecs. Il y a des échecs, mais les échecs ne doivent pas nous faire tomber. On doit toujours se relever et continuer. Il peut y avoir des échecs. Il y a des réussites aussi. Mais nous, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de réussites. Des échecs arrivent. Mais il faut aussi accepter, quand il y a les échecs, il faut les accepter pour pouvoir, de ces échecs-là, reprendre des expériences de ça pour pouvoir reprendre autrement. Voilà. On va chaque fois, c'est comme ça. Hein. Et puis, le social n'est pas, comme je l'ai dit au début même, je crois, n'est pas une science exacte, où, voilà, on travaille avec l'humain, on travaille avec l'être, on travaille avec l'homme en grand H qui est vraiment complexe. Voilà. Et quand on est avec un enfant aussi, c'est compliqué aussi. Et en passant, je parlais des formations tout à l'heure, de se renforcer. Il est bien de vous renforcer également dans le développement de l'enfant. Ça aide beaucoup dans tout ce que nous faisons. Il est bien de connaître le développement de l'enfant, son processus, comment les choses se passent, son processus non seulement physique, mais mental, enfin psychologique et tout ça. On approche ces trucs, c'est bien de connaître. C'est pas exact pour tout le monde, mais quand on a la normalité de la chose, quand il y a une déviance, quand il y a des choses, on arrive quand même à mieux orienter aussi. C'est important. Je pense que c'est un élément qu'il est important de mettre dans vos renforcements de capacité entre vous. Et si c'est possible, moi je me dis, je ne sais pas si on le fait dans le curricula de la formation des agents sociaux. Je n'en sais rien, mais ce serait bien. Mais je sais qu'au Togo, je pense maintenant que le droit est développé dedans, le droit de l'enfant et tout. Mais cet aspect de développement de l'enfant, ça va être bien. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est un plaidoyer. Maintenant, si ce n'est pas fait dans certains pays, je vous envoie des idées. À vous de voir comment le faire sous forme de plaidoyer pour que les États puissent l'intégrer dans les formations des agents sociaux, des assistantes sociales, des animateurs, etc. Surtout quand on va aller dans le domaine des enfants beaucoup plus spécifique. Ça fait en plus de l'écoute active et autres. Voilà. Je pense que c'est bien. Ça aide beaucoup plus. Voilà. C'est mon point un peu pour conclure tout ce qu'on vient de faire. Et merci beaucoup à Cold, merci à toute l'équipe de l'autre côté. Et merci également à vous tous avec tout le travail que vous êtes en train de faire en ricochet. Je passe par PDR, par Cold pour vous remercier aussi et surtout aussi pour votre présence encore aujourd'hui. Donc, on continue avec la suite.
Gold, merci. Et un C'est moi qui vous grand remercie. un grand pan pour toi et pour toute l'équipe aussi. Merci pour cet Merci appui. beaucoup et bonne formation. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu pour appuyer tout ce que... Désolé. Voilà un peu pour appuyer tout ce que nous venons de faire, cet exercice-là, ce cas. Et donc, pour continuer, donc, ça nous a permis d'introduire cet aspect de facilitateur, du travailleur social, son rôle et ses compétences. Donc, voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Nous allons continuer donc notre formation avec cet aspect-là. Donc, pour parler du rôle et des compétences du facilitateur, je pense qu'il est important d'abord de parler du cadre dans lequel nous travaillons. Et donc, je me suis dit, c'est important de parler de l'organisation interne au sein de notre institution. Bon, intégrer l'approche, donc, va nous demander que nous changions nos façons de voir, ça, nous le savons tous, le changement de regard, hein, de changer la façon dont nous travaillons. Déjà, l'exercice que nous venons de faire nous amène à avoir d'autres perspectives, à penser encore à comment, voilà, peut-être au début on faisait ça, etc. Aujourd'hui, voilà, cet aspect nous montre qu'il faut, voilà. Et puis, ça nous permet de voir aussi comment la résilience peut nous inspirer, voilà. Comment ça inspire nos engagements. Donc, cela demande aussi une organisation, comme je l'ai dit, au sein de l'institution, la sensibilisation de l'équipe. Donc, si on doit changer nos regards, il faut qu'on sensibilise. Aujourd'hui, peut-être que tout le monde n'est pas là, mais ce que nous sommes en train de faire va être partagé au niveau des autres équipes, des autres membres de l'équipe. Il faut avoir un environnement sûr et protégé. Je pense que pour tout ce que nous devons faire pour même entretenir une relation de confiance avec l'enfant et aboutir à telle chose, il faut qu'il y ait un environnement sûr, un environnement protégé. Comment sont nos cadres? Comment sont nous-mêmes? Le cadre, là, c'est nous aussi. Comment accueillons-nous ces enfants? La responsabilisation des personnes qui travaillent avec nous. C'est-à-dire nous-mêmes, les facilitateurs, là, nous devons être responsables. Il est important aussi de responsabiliser une personne qui peut être un pionnier ou quelqu'un, par exemple, vous qui suivez, voilà, vous êtes déjà des personnes qui peuvent être un point focal ou pour vraiment assister les autres, pour pouvoir soutenir l'équipe. Quand il y a des situations complexes, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui booste. Et puis, les activités, nous sommes obligés d'inclure des choses aujourd'hui dans nos activités. J'ai quelques expériences de certaines personnes sur le terrain qui ont vraiment changé leur façon de procéder, leur planning et tout, lorsque la résilience est arrivée aujourd'hui, qui ne regrettent pas du tout ce changement. Soyons ouverts à un changement, soyons ouverts à une autre adaptation. Voilà. Donc, déjà, ça commence par ça. Et quand c'est ça, notre rôle de facilitateur est facile. On parlera, nous sommes aujourd'hui des facilitateurs explicites. Les cours passés, on avait parlé de deux facilitateurs, explicite et implicite. Donc, celui qu'on ne voit pas ou bien qui n'agit pas forcément comme ça, mais que peut-être l'enfant ou bien l'individu à travers cette personne a eu un déclic. Nous, facilitateurs explicites, nous connaissons l'approche. Nous voulons mettre l'approche là, nous voulons promouvoir cette approche. Nous voulons l'appliquer. Donc, nous devenons explicites. Et le facilitateur que nous sommes, nous devons fournir à l'enfant la possibilité de continuer son parcours de vie et de modifier ce parcours-là. Et notre mission, c'est quoi? C'est d'identifier, de travailler avec les ressources internes et externes de l'enfant, d'amener cet enfant à se reconstruire de façon progressive. Vraiment,
c'est par progression. Des fois, même, il y a des enfants, si on a des centres, ou bien il y a même si c'est ouvert, ou bien en milieu fermé, on va travailler avec un enfant, et un jour, on va se dire, mais ben, voilà, bon, on a fait jusque-là, on va essayer de le réinsérer pour voir ce que ça va donner. Et c'est là, vous allez voir sur le terrain, que cet enfant va vous montrer des choses, et là, vous allez savoir que, mais ah bon, donc tout ce que je faisais avec l'enfant, là, a eu quand même quelque chose de positif. C'est pour ça que j'ai dit, ça vient des fois comme ça, des fois ça vient de façon progressive, tout doucement. J'ai eu des cas d'enfants avec lesquels j'avais travaillé dans le temps qui, au centre, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a réinséré pour une première fois. On peut dire une réinsertion partielle, je ne sais pas comment l'intituler, pour en famille, pour un temps, pour qu'il aille prendre encore conscience un peu de la situation, pour qu'il essaye de revoir encore. Mais on faisait des suivis, hein. On essaye, on réécoutait l'enfant, on revoyait et on lui demandait s'il acceptait revenir. Il dit oui, bon, je reviens, etc. Mais voilà, c'est comment cet enfant revenait ou on ramenait cet enfant au centre pour un nouveau processus. Et là, des fois, ça marchait. Voilà. Donc, il y a différentes approches et c'est progressif, progressif. Donc, ces activités, ces ateliers constituent des outils pour le facilitateur. Je pense qu'on l'avait dit plus tôt, plus haut. Voilà. Quelles alors les compétences du facilitateur? Le facilitateur doit être capable d'accueillir. L'accueil, c'est important. C'est ce qui permet de créer la relation. C'est ce qui permet de mettre la confiance. C'est ce qui permet de communiquer. Si aujourd'hui, même hein, comme ça, si j'arrive quelque part, moi, je ne vous dis pas bonjour et je commence à bavarder, je sais qu'il y a d'autres qui diront, mais elle m'a même pas dit bonjour et commence à parler. Bref, voilà, la communication ne passera pas. Voilà, c'est juste un exemple comme ça banal que je suis en train de donner. On doit être en mesure d'encourager l'expression de l'enfant et les activités nous le permettent. On doit avoir le sens de la créativité, ça je le dis. On doit savoir analyser. On vient de le faire. À travers ce qu'on vient de faire, c'est des analyses que nous avons eu à faire. On en a fait plus tôt. La dernière fois, on en a fait avec les ateliers aussi. On doit être bienveillant et patient. Si on n'est pas patient, c'est compliqué. C'est compliqué. L'écoute active. L'écoute active, j'en ai parlé. Il est important de connaître ce que c'est que l'écoute active. On doit pouvoir organiser son équipe et faire des réunions d'équipe. On doit savoir planifier des activités. Il y a des gens qui ne planifient pas, qui se lèvent. Moi, je me rappelle au début, quand j'avais commencé à travailler au BC dans le temps BNCE aujourd'hui, on avait des cahiers de bord. Si Inoua est là, il va s'en rappeler. Et notre directeur exécutif dans le temps tenait tellement à ce cahier de bord. On nous surveillait ça, hein. C'était comme à l'école où on nous mettait vu. J'ai lu, j'ai vu. Voilà. Et des fois, ils te demandent où est ton cahier de bord. Et ce cahier de bord, on avait les activités qu'on avait planifiées. Quand on allait sur le terrain, on mettait les résultats. Il y avait, je pense, date, activité et ce qu'on a eu comme résultat et s'il y avait des difficultés, observations. Et quand on revenait, on était au bureau. Après le terrain, hein, on revenait au bureau, on écrivait. Cette semaine ou bien ce jour, j'ai fait ça. Et c'est ça qui nous permettait de faire facilement aussi un rapport hebdomadaire, un rapport voilà, mensuel et trimestriel, etc. Et ça permettait de suivre également ce que nous faisons. Avec tel enfant, comment vous avez travaillé avec tel enfant, etc., etc. En tant que travailleur social, en tant que facilitateur, nous devions avoir une base sûre. On doit avoir une base sûre. On doit être un bouclier pour l'enfant. Avoir la capacité de l'appuyer dans les moments difficiles et de l'aider à développer son autonomie et son autodétermination. Protéger ne signifie pas éliminer la menace. La menace est là, hein, mais plutôt fournir à l'enfant les aptitudes et les compétences nécessaires pour qu'il puisse l'affronter et la dépasser. J'ai mis entre parenthèses cas de parents séparés. C'est pour me rappeler un peu, je dis, si on a des parents qui sont séparés, parce que c'est des exemples que nous rencontrons très souvent, et que l'enfant est dans cette situation, est-ce que nous sommes capables de recoller le lien entre les parents? Ce n'est pas évident. Et ce ne sera même pas notre mission première. Ça ne peut pas être ça.
parce que les parents, eux, ils savent pourquoi ils se sont séparés. Ils en sont arrivés là, peut-être même, ce serait mieux pour l'enfant, on n'en sait rien. Mais cet enfant, s'il n'accepte pas cette situation et n'arrive pas à la dépasser, ben, c'est la dégringolade, quoi. Donc, à nous maintenant d'amener cet enfant à dépasser cette situation, à lui faire comprendre que voilà, on est là, mais il y a des capacités, tu as des choses, tu as ceci, ton papa t'aime, ta maman t'aime, voilà, c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils ne t'aiment plus, voilà, et travailler peut-être avec chaque les parents différemment, même des fois, pourquoi pas, on peut même les rassembler aussi, c'est possible, mais pas, quand je dis rassembler, pour communiquer par rapport au devenir de l'enfant et que chacun prenne sa responsabilité. Voilà, c'est ça notre mission, sécuriser l'enfant. Et donc, cette relation que nous avons entre l'enfant, cette compétence nous amène à parler de cette relation que nous devons avoir avec l'enfant. J'ai essayé de schématiser un peu. Et j'ai tenu compte des 4 principes fondamentaux dont nous avons parlé la dernière fois, qui constituent les 4 principes fondamentaux de la résilience. Et nous, quand on prend le travailleur social qui se trouve là à ma gauche, sûrement peut-être chez vous c'est à votre droite, j'en sais rien, mais là devant moi c'est à ma gauche. Donc le travailleur social doit créer un environnement sûr et un environnement protégé pour l'enfant. Et tout ça c'est à travers l'accueil, etc. Tout ce que nous menons, même le cadre, etc. Et se mettre en activité, etc. Pourquoi? Pour que cette relation puisse permettre à l'enfant de trouver un sentiment de sécurité, pour encourager l'enfant à mettre en œuvre un processus pour un avenir meilleur, l'encourager à développer des relations sociales, l'encourager, l'amener à développer, à exprimer ses émotions et ses vécus. C'est ça, la relation que nous avons avec ces enfants. Et à travers des activités, et quand je dis activités, non pas seulement des ateliers, nous avons les écoutes que vous faites, les entretiens, l'identification, les visites de famille, et les recherches de parents, etc. Tout ça conduit à quelque chose. Les activités de l'argent viennent appuyer ce processus, viennent appuyer le travail que vous êtes déjà en train de faire, viennent faciliter. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est que cet enfant ait le sens de sécurité, ait l'espoir pour le futur, qu'il arrive à développer une relation sociale. C'est important. J'ai dit que l'enfant vit dans la société. Et pour que on parle de résilience, il faut que ce que l'enfant est en train de faire soit accepté socialement. Voilà. Pour que l'enfant arrive à se projeter dans le futur de façon active. Quand on arriverait à voir ça, on dira, ouf, bravo, on a réussi quelque chose. Des fois, on ne peut pas avoir tous les 4 ou tous les niveaux, mais progressivement, pas en même temps, mais progressivement, ça va se faire. Mais quand les 4 éléments là sont vraiment là, on sent. On sent qu'on a fait quelque chose et l'enfant aussi à l'aise. Pour peut-être continuer, on peut parler des relations entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, facilitateurs. Ou, bon, peut-être on peut prendre quelques questions par rapport à ce que je viens de dire avant d'arriver, puisque ça a un lien beaucoup plus avec l'enfant. Ensuite, après, on passera à nous-mêmes. Voilà. Quelques questions, quelques éléments d'apport. On a parlé de l'organisation, du rôle du facilitateur, des compétences, et ensuite de relations entre l'enfant et le facilitateur. Question? Oui, Jacques. Oui, en fait, sympa, Jacques, c'est Inoua. Ah, Inoua, oui. Ah, donc tu étais là quand je parlais. T'as Oui, j'étais entendu? là. Quand j'ai parlé du cahier de bord. Oui, j'ai bien entendu. Et Jacques et moi, on riait. Parce que ça nous rappelle beaucoup de choses. Alors, tu as Merci la beaucoup parole. pour le travail. Et en passant, je dis bonjour à tout le monde. Et ce que tu viens de présenter, franchement, il y a 2 choses en particulier sur lesquelles je voudrais appuyer. C'est le travail d'équipe. Le travail en équipe est très important
très, très important parce que d'abord, ça permet à tout le monde d'avoir la même idée sur ce qui se passe, de se compléter par des idées pour celui qui aura travaillé avec l'enfant. Et le plus souvent, quand il n'y a pas ce travail, c'est que la personne travaille seule sans la contribution des autres, ce qui peut limiter ce qu'il fait avec l'enfant. Parce que parfois, il y a des petites choses qui nous échappent et que les autres peuvent compléter pour nous aider à mieux nous en sortir avec les enfants. L'autre partie, c'est c'est-à-dire que le facilitateur soit une source de protection pour l'enfant, de sécurité. J'ai parlé tout de suite d'un cas d'un enfant où, depuis 2 ans, pratiquement, l'a mis en apprentissage. Il commence, il fuit. Il commence, il abandonne. Et la dernière fois, on m'a demandé de prendre le dossier. Je suis arrivé à la maison faire l'écoute. J'ai fait l'écoute à l'enfant. L'enfant me dit qu'au fait, il n'a pas de problème. Lui, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et chaque fois quand il se lève, il est dans le ghetto avec les drogués. La maman, quant à elle, j'ai écouté aussi la maman qui me fait comprendre que c'est spirituel. Parce que dans la maison, il y a des gens qui n'aiment pas ses enfants. Le papa même, parfois, envoie des paroles incantatoires à ses enfants pour qu'ils ne réussissent pas. Donc, j'ai écouté tout. Et j'ai demandé selon eux comment on peut résoudre ça. Ils disent qu'ils n'ont aucune solution. Il faut rencontrer le papa. Depuis là, on cherche à rencontrer le papa, on ne le voit pas. Ok. J'ai dit non, l'enfant, je dois le retourner à l'apprentissage. Maintenant, j'ai eu un entretien avec l'enfant et je lui disais que moi, même si c'est spirituel, il n'a qu'à savoir qu'avec moi, la sorcellerie ne marche pas. Même si ce qu'on lui a fait, c'est spirituel, il n'a qu'à savoir que quand je commence par travailler avec lui, là, la sorcellerie ne va pas l'atteindre. Je l'ai rassuré et il est resté. Je dis, bon, ok, par rapport à ça, il n'a qu'à comprendre qu'il peut reprendre son apprentissage, rien ne va lui arriver et il ne va plus abandonner. Et vraiment, je l'ai amené en apprentissage en compagnie de ses parents, de sa mère en question. La maman doutait. Je suis arrivé, le patron voulait nous renvoyer. Que cet enfant, lui, sait qu'il ne va pas réussir. Mais curieusement, l'enfant dépasse, ça il fait déjà un temps. Et le dernier suivi que j'ai eu à faire, la semaine passée seulement, le patron, les apprentis disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Il est régulier, assidu, et le travail marche. Et le patron dit que lui, il est sûr qu'à cette allure-là, il va évoluer sans problème. Bon, indirectement pour dire que nous devons trouver parfois des mots pour amener l'enfant à savoir qu'il peut compter sur nous et que nous sommes... Parfois, c'est illusoire. Certaines pensées qui bloquent les enfants sont illusoires et que nous devons tout faire pour que notre présence soit une force pour l'enfant et une force aussi pour la famille, pour qu'ils constatent que ça peut marcher. Merci, c'est ce que je veux ajouter. Merci, Inoua, pour cette intervention. Voilà, ça confirme quand on parle de l'esprit d'équipe et également de la patience, de l'esprit d'encouragement, de l'esprit de créativité, de l'esprit de bouclier, être un bouclier. Hein, je pense que j'en avais parlé, l'esprit de protecteur. On ne peut pas prendre la place, c'est vrai, l'esprit de sécurité. Hein, on ne peut pas prendre la place des parents. Nous ne prendrons pas la place de qui que ce soit, d'un membre de famille, etc. Mais nous devons, je ne sais pas, vraiment, nous cherchons quelque chose avec cet enfant. C'est ça notre rôle. C'est ça le travail que nous faisons. Et c'est ça qui constitue un peu notre satisfaction
quand nous voyons ces enfants qui réussissent. Hein, je le dis en connaissance de cause. Hein, c'est ça qui constitue des satisfactions pour nous. Donc, et pourquoi ne pas y mettre vraiment ce sens-là? Pourquoi ne pas avoir cet amour? C'est ça qui constitue. On a un sens d'engagement. Le travail social, c'est vraiment un engagement. C'est une volonté, c'est une envie de faire quelque chose. Voilà. Parce que nous nous abandonnons, nous laissons nos familles, nous laissons des fois des situations et nous voulons aider d'autres. Donc voilà, c'est un travail vraiment noble. Et moi, je vous encourage dedans. C'est un travail vraiment noble, mais qui porte beaucoup ses fruits. Ses fruits de satisfaction. On n'y gagne peut-être pas beaucoup financièrement, mais on y gagne en satisfaction, en amour du prochain et de l'enfant. Hein? Ces enfants qui deviendront plus tard, voilà, les hommes de demain. Les hommes, quand je dis homme, c'est avec grand H. Donc, merci à Inoua pour cette intervention. Et toujours la perception, les préjugés, et nous sommes des humains, nous sommes en Afrique également. Il y a tellement ça dans dans nos cultures. Hein? Les paroles incantatoires, les mots des parents qui maudissent. C'est pas parce que des fois, c'est parce que ça reste dans la tête que ça a des effets. Mais comment faire pour que cet enfant enlève ça de sa tête? Voilà, on a des situations comme ça. Cette histoire de ne pas avoir confiance quand le patron qui dit il ne va pas réussir, etc. Ayons confiance. Nous devons nous-mêmes donner confiance à cet enfant-là pour que l'enfant sente que, ah, il y a quelqu'un qui m'estime, il y a quelqu'un qui me donne une confiance. C'est pour ça que j'ai parlé d'encouragement, de quoi? Des gratifications, des mots pour booster l'enfant. C'est important. C'est important. Pour que l'enfant ait de l'estime. C'est quand on a de l'estime, quand on s'affirme qu'on arrive à avancer. Est-ce qu'il y a une autre intervention pour qu'après on avance? Non, ça va, on peut avancer. Alors, Enoua a introduit un peu cette partie qui parle, donc quand il a parlé de l'équipe, donc, excusez-moi, Enoua a parlé de l'équipe, du travail en équipe. Et il a introduit en quelque sorte ce slide-là, qui parle de la relation entre le facilitateur et le facilitateur, c'est-à-dire le travail en équipe, les facilitateurs entre eux. Il est important que ce soit une relation basée sur la collaboration, l'échange, la communication, apprendre de l'autre, se soutenir. Le travail en équipe est un réseau pluridisciplinaire. Nous avons tous différentes compétences. Même si des fois on a même une même formation, nos expériences font qu'on a d'autres façons de voir des choses. On a peut-être eu certaines formations qui font qu'on a d'autres pratiques aujourd'hui que peut-être un nouveau qui arrive n'aura pas. Peut-être qu'un ancien même qui était là, peut-être n'a pas aussi. Et tout seul, il y a un adage qui dit, tout seul, on va vite, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le respect et la dignité, le respect entre nous. Il est important d'éviter que les enfants constatent des failles au niveau de l'équipe. Quand les enfants constatent ça, je vous assure que ça joue. Ça joue énormément. Ça joue énormément. Il faut une communication claire pour une bonne cohésion. C'est comme ça aussi hein, dans la famille, quand les enfants voient des failles entre les parents, les enfants jouent de ça. Hein. C'est pareil un peu hein, au niveau de l'équipe, du travail que nous faisons. L'acceptation de soi et de l'autre. Inoua, c'est Inoua. Inoua, c'est vrai, a des façons de faire qui ne me plaisent pas trop, mais je suis obligée de l'accepter un peu comme ça. Même si je dois le lui dire, je dois savoir comment le lui dire. Yves, ben voilà, a une façon de faire qui ne me sied pas toujours. Mais j'aime bien ce côté de Yves que j'apprécie beaucoup et ça me permet d'évoluer bien avec Yves. Pourquoi pas? Voilà. Savoir que son propre comportement a un impact sur la relation que vous entretenez entre vous. Moi-même là, peut-être j'ai des réactions aussi quand je parle de l'autre.
Peut-être que moi-même aussi, il y a des choses que l'autre n'accepte pas. Mais comment faire pour qu'il y ait une ambiance? Comment faire pour qu'il y ait une harmonie? Parce que c'est important pour la survie, non seulement de l'équipe, de l'organisation et des enfants avec lesquels vous travaillez. Il est important de reconnaître, de respecter et de ne pas dépasser ses limites. On a tous des limites. Pas de culpabilité en cas de difficulté. On va rencontrer des difficultés. On en rencontrera toujours. Ni de toute puissance, c'est pas moi le plus fort, quoi, en fait. Il faut savoir que, voilà, il faut toujours demander de l'aide. C'est ça l'esprit d'équipe, demander de l'aide. C'est pas parce que, voilà, je connais ceci que je sais faire, non, c'est pas vrai, hein. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai voulu faire la formation, mais je sais que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai travaillé sur le terrain. J'ai continué même avec les formations, avec des suivis, des projets, etc. J'allais encore sur le terrain. Depuis quelque temps, je ne bouge beaucoup plus trop sur le terrain. J'ai des retours, des activités de terrain, etc. Certes, mais je me suis dit, ben écoute, quelle est la personne aujourd'hui qui pourrait m'appuyer pour vraiment cette pratique-là? Parce que cette séance n'est pas seulement dans la théorie, mais nous voulons faire également la pratique que nous avons débuté la semaine passée. Alors j'ai dit, ben écoute, je fais appel à PEDER, d'où l'intervention de Claude aujourd'hui. Et je pense que ça a été bénéfique, ça a vous apporté un plus. Voilà. Il faut reconnaître le rôle fondamental de ses collègues auquel il est important de pouvoir se fier. Confiance et acceptation dans l'équipe. Planifier des rencontres de réflexion en équipe. Renforcer les capacités de l'équipe pour une plus grande efficacité et professionnalisme. J'ai parlé tout à l'heure de l'écoute active, du développement de l'enfant. Voilà, il y a d'autres formations qui sont possibles. Avoir les mêmes objectifs, Inouï l'a dit, c'est quand vous travaillez en équipe, ça vous permet de bien diriger vos actions et d'avancer. Nous connaissons le but de l'organisation et la vision de l'organisation. Voilà. Reconnaître qu'on peut faire tous des erreurs. Et personne n'est parfait, hein. On n'est pas parfait. On doit se corriger et on doit se souder. On me fait des reproches, il faut que j'accepte des reproches, il faut que j'accepte les critiques, que je réfléchisse à ça et que j'essaie de voir comment éviter que ça empiète sur l'équipe. En gros, c'est ce que je peux dire par rapport à la relation que nous devons avoir entre nous facilitateurs pour que le travail puisse vraiment avancer et que nous puissions rentrer vraiment dans ce processus de résilience avec les enfants avec lesquels nous travaillons, avec ces enfants qui sont dans des souffrances, qui sont dans des difficultés, mais qui peuvent, malgré ces difficultés-là, s'en sortir. D'autres s'en sortent sans même des aides, hein. Alors, pourquoi pas eux, qu'on est en train d'appuyer, ne peuvent pas s'en sortir. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire sur ça. S'il y a des questions, j'avais dit que Inouï a introduit. Je pense que cet élément vient appuyer un peu tout ce que Inouï a dit en une phrase. L'esprit d'équipe. Voilà. Questions, appuis, commentaires, vous êtes les bienvenus. Parce que la prochaine fois, nous allons maintenant aller vers les émotions. Nous, en tant que facilitateurs, nous avons des émotions. Et ces émotions, il va falloir les contrôler. Pour avancer, Jacques a levé la main. Oui, voilà. Merci beaucoup, Alda, pour ta présentation qui a vraiment rappelé chacun de ce que nous faisons et ce que nous devons faire pour améliorer. Juste pour apporter une petite contribution, hein, que en tant qu'équipe intervenant pour une même cause, il faut à un moment donné, nous reconnaissons nos limites. Et quand des fois, tu reconnais tes limites, savoir également passer la main au bon moment. Ce n'est pas que tu t'es rabaissé, ce n'est pas que tu as perdu ta capacité de faire, mais c'est plutôt reconnaître que toi seul, tu ne peux pas, mais l'appui de l'autre peut favoriser. Ça peut être du côté genre, et ça peut être du côté autre, quoi. Voilà. Donc, c'est dit qu'il faut savoir
reconnaître ses limites et savoir également passer la main pour résultat, un bon résultat. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci Jacques pour cette intervention. Effectivement, c'est ce que je disais, savoir demander de l'aide, hein, savoir référer, savoir demander de l'aide. Aujourd'hui, des fois, nous sommes face à des enfants qui, psychologiquement aussi, ont des problèmes. Et je pense qu'il y avait un cas, je ne sais pas qui l'avait évoqué la dernière fois, et je lui disais, dans ce cas, amenez l'enfant chez un psychologue. Ça dépasse votre niveau. Ayez des références. Peut-être on peut pas, des fois, on n'a pas de psychologue dans l'équipe. Mais on a peut-être à l'extérieur des partenaires qui ont des psychologues. Donc, même déjà, le fait d'avoir de bonnes relations avec nos différents partenaires avec lesquels nous menons nos activités, ou de bons contacts avec les institutions étatiques et tout ça, nous permet facilement de référer des cas, nous permet facilement d'avancer. Ça, quand je dis même l'institution même, c'est-à-dire quand je dis l'institution même, c'est sûrement la personne qui a la tête en premier. Si on a une personne qui a la tête et qui ne connaît pas ses limites et qui pense qu'il peut tout faire, tout le reste aussi aura des problèmes. Parce que si une personne qui a la tête a une certaine humilité et sait qu'il a besoin de l'autre pour mener ses activités, il saura comment entretenir ses relations avec les autres partenaires étatiques, avec les autres partenaires organisations de la société civile, etc., etc., pour pouvoir avoir une bonne collaboration et avancer. Parce que l'équipe, c'est nous, bien sûr, mais c'est les autres qui sont tout autour de nous aussi qui nous permettent d'avancer et qui permettent de faire la visibilité également de notre institution et du travail que nous faisons. Voilà. C'est important. Si nous formons une équipe et que même si nous sommes chefs, nous n'avons pas la possibilité de permettre qu'il y ait un contact, qu'on puisse facilement discuter, c'est compliqué. Mais en même temps, on garde son truc de leadership, bien sûr. Son truc de responsable, bien sûr. Parce qu'il arriverait qu'il y a des moments où on tapera sur la table. Ça, qu'on le veut ou non, c'est le rôle également du responsable, ou bien d'un coordonnateur, ou bien d'un directeur, ou bien d'un responsable d'activité. Et nous, en tant que collaborateurs ou en tant que personnes qui travaillons sous cette personne, nous devons humblement, à des moments, accepter qu'il tape sur la table. Voilà. Et reconnaître quand nous avons fait aussi des fautes. Lui aussi, de son tour, aussi, il doit reconnaître aussi quand il a fait des fautes. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Mais si on ne veut pas reconnaître qu'on a un chef, même c'est vrai qu'on a des chefs des fois qui ont des leaders qui ne sont pas très leaders ou bien qui ne savent pas comment, voilà. Mais bon, voilà, je suis arrivée, c'est lui mon chef. À moi de savoir maintenant comment le contourner pour l'amener à peut-être aller vers ce que je veux aussi. Ou bien à l'amener vers l'objectif qui serait bien pour cet enfant. Toujours penser aussi à l'enfant et au travail que nous sommes en train de faire pour renchérir un peu et aller un peu plus loin par rapport à ce que Jacques vient de dire. Et surtout éviter que les enfants voient que Jacques et Yves là, ça va pas. Tel là, ça va pas. Et non, je crois que moi, j'ai eu à travailler avec une équipe. Je ne dirais pas le nom du pays, je ne dirais pas quelle équipe, mais j'ai senti que au sein de l'équipe, ça n'allait pas. Et malheureusement, à un moment, j'ai été obligée de leur dire, je sais que ça ne va pas, dites-moi ce qui ne va pas. Et donc, j'ai eu des retours un peu. J'ai essayé de voir comment on peut arranger ça. Et j'avoue que le fait que ça n'allait pas, je n'avais pas les résultats que je souhaitais par rapport aux différents projets qui se menaient sur le terrain. On se lançait les balles, on faisait un peu à sa tête. Celui qui est leader ne faisait pas impliquer certaines personnes et ça frustrait l'autre. Et voilà, alors que peut-être que l'autre, c'est lui qui devait faire ce travail. Vous voyez,
c'est des situations qui frustrent et qui font que le travail, quand ça doit être fait, des fois, n'est pas fait. Nous devons nous aussi faire résilience et dépasser tout ça. Voilà, en gros, c'est ça, en résumé. La prochaine fois, nous parlerons de tout ce qui peut nous amener des fois à casser ce rythme-là, à casser cette ambiance que nous devons avoir et qu'on n'arrive pas des fois à avoir. On en reparlera et c'est ça qui permettra, enfin, qui finalise, ce sera le dernier cours normalement le mardi prochain. Voilà, c'est en 4 séances normalement. Donc, en gros, c'est ça. Ben, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'appui, question, appui, même on peut revenir sur le cas avec lequel on a débuté la formation. S'il y a d'autres choses qui vous êtes venues par la tête que vous voulez apporter des éléments ou en parler, pourquoi pas. Et ben voilà. S'il n'y en a pas, ben je donne la parole à Diego qui a quelque chose à compléter aujourd'hui, à dire, et il va vous le dire avant qu'on fasse une conclusion de cette séance aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci pour vos apports respectifs, qui a été très nourrissant. Merci. Merci Alda pour cette approche que nous invite à voir, surtout à évaluer notre relation comme facilitateurs. C'est vrai que nous sommes les adultes, nous devons créer un espace de collaboration et de travail collectif pour arriver à développer les objectifs communs. Ce travail a besoin d'un vrai travail en équipe. Donc, nous devons continuer notre réflexion comme adultes qui nous sommes très engagés à créer l'ambiance et les possibilités pour que la résilience soit manifestée. Donc, dans le processus de cette cours vers une opérationnalisation de la prise en charge individualisée de l'enfant, nous vous invitons, nous invitons à votre association à soumettre un projet de résilience appliquée. Vous avez déjà reçu l'invitation dans le commencement. Et vous, je vais vous envoyer par email et aussi dans les groupes de WhatsApp une charte de critères pour la soumission d'un projet de résilience appliquée. Il n'est pas surprise, nous connaissons déjà quelles sont les conditions. Un comité d'évaluation sélectionnera les 3 projets les plus pertinents et novateurs en termes de résilience appliquée. Et le budget prévu pour chacun d'entre eux sera un financement allant jusqu'à 5 000 euros. Il y a quelques exigences pour que le projet soit éligible. Par exemple, en relation au contenu du projet, il doit traiter de la résilience de manière cohérente avec les cours. On doit identifier les facteurs de protection, facteurs de résilience, qui seront explicitement abordés pour les adultes avec les enfants au cours du projet. On doit favoriser la participation des enfants et des adolescents au cours du projet et aussi favoriser les liens entre les enfants et les adultes qui l'entourent. Et surtout, un projet qui doit être applicable par d'autres organisations en raison de sa simplicité, de sa faisabilité et de sa créativité. Donc, nous avons du temps pour réfléchir, pour préparer et pour envoyer les projets. Et les participants, ceux qui participeront dans l'invitation, soumettront le projet selon les formulaires envoyés par le BICE.
je dois envoyer la charte et le formulaire pour le projet. Et le projet doit être envoyé à l'adresse de webinarvice@vice.org avant le mardi 30 avril de 2024. Et le comité va informer les résultats de sa sélection le lundi 3 juin 2024 par courrier électronique. Donc, c'est une occasion pour que votre organisation peut penser de manière créative et novatrice un projet de résilience appliquée. Je vous invite à considérer cette occasion pour développer, travailler en équipe et formuler un projet très intéressant pour vos enfants. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, surtout la semaine prochaine, nous pouvons parler, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais dire quelque chose ici, quelque chose de famille. S'il vous plaît, de ne pas contacter à Marie-Laure pour la révision de votre projet. Parce que le projet doit être un travail de votre organisation. Vous devez faire tout l'effort en équipe pour arriver à un projet vraiment intéressant pour votre organisation et vos enfants. Je ne sais pas s'il y a quelques petites demandes, ou bien par courrier électronique, ou bien par les groupes de WhatsApp, vous pouvez faire toutes les demandes. Oui, merci. Non, non, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'ils ont des questions, ils peuvent poser des questions par rapport à ça. Moi, je voulais juste leur dire, c'est pas la première fois que ça se fait. Et également, créez un de vous des petits comités pour rédiger. Pensez à l'arbre à problème. Voilà, ça facilite. Ben voilà, ouais, ça facilite vraiment la rédaction. Ça vous permet de mieux voir les causes, les effets, etc. Et, et voilà, pensez à l'arbre à problème, etc. Moi, c'est juste pour dire ça. Et maintenant, voilà. Et ces petits projets sont toujours bien. Ça aide, ça appuie, ça fait avancer, ça vient en appui à d'autres, peut-être d'autres projets, en cofinancement, voilà, je veux dire, à d'autres projets qui sont là. Même si c'est petit, ça apporte toujours un plus. Oui. Voilà. Je veux vous dire que le projet devra commencer entre novembre 2024 et janvier 2025 et se terminer au plus tard le 30 octobre 2025. Donc, c'est un projet spécifique et je pense qu'avec la conversation que nous avons eue aujourd'hui, c'est le moment précis pour travailler en équipe, pour voir comment nous, adultes, nous pouvons dialoguer, discuter et créer un projet qui soit vraiment significatif pour notre démarche. Partez Voilà. du terrain, hein? Partez du terrain, de toutes les activités que vous faites, partez de là et puis ben voilà. Exact. Donc, je vous dois envoyer les formulaires de BIC, la charte avec des critères, et nous sommes ouverts pour recevoir des demandes, des questions, pour vous donner quelques orientations. Et voilà. C'est une belle occasion pour créer des choses nouvelles. Merci beaucoup, Diego. Est-ce qu'il y a des questions? Diego est là. Vous pouvez encore poser quelques questions. Sinon, comme il a dit, il vous enverra les éléments essentiels pour le travail, pour la rédaction. Mais s'il y a des questions, c'est le moment de les poser également, pour savoir plus.
Et s'il peut répondre, il va répondre. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et sera à la prochaine semaine. Au Oui. revoir. Au revoir. Au revoir. À la même heure, même fidélité.